Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 44e épisode, nous allons parler du regard des autres dans le business. Alors tout d'abord, je vous avais promis lors du dernier épisode de podcast un épisode sur l'identité entrepreneuriale et il va venir. Mais en fait, vous allez voir qu'il ne va pas venir tout seul. Du coup, je décale un petit peu sa sortie, mais vous l'aurez très vite et vous inquiétez pas, il va être très intense comme promis. Je vous laisse y revenir, Inch'Allah, dans quelques semaines. Alors, donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un sujet qui revient énormément au cours de nos coachings et aussi dans les conversations que je peux avoir avec les entrepreneurs que je côtoie au quotidien, notamment sur Instagram. Et ce qui ressort en fait, c'est qu'il y a beaucoup de peur autour du regard des autres. Donc c'est Ikram, j'ai peur du regard des autres, j'ai pas envie qu'on dise de moi que ceci, je sais ce que les gens vont dire et vont pas comprendre, j'ai pas envie de devoir me justifier auprès des autres si je fais ceci ou bien cela, et blablabla, et blablabla. C'est des choses que j'entends véritablement en coaching, où effectivement quand je discute avec vous, même des personnes très avancées parfois, vous seriez surprises, et je me rends compte qu'en fait ça vous bride énormément, et vous vous bridez uniquement en fait à cause du regard des autres. Donc j'ai décidé qu'il était temps qu'on en discute, et donc de vous proposer aussi du beau mindset sur le sujet. Alors souvent ce qui se passe pour vous, c'est que vous avez des fois des positions en tête que vous aimeriez pouvoir partager, et en fait vous ne les dites pas, vous ne les prenez pas en public, par peur de les confronter aux autres. Vous avez aussi parfois des projets que vous rêvez, mais qui restent à l'état de rêve parce que vous n'avez pas le courage d'affronter les autres par rapport à ce qu'ils en diront ou en penseront. Vous avez également des envies qui vous effleurent de plus en plus souvent, mais l'angoisse de devoir assumer ça aux yeux des autres vous fait profondément peur et vous réfrène surtout dans votre élan et vos envies. Ce qui se passe, c'est que quand vous êtes dans cette situation-là, il y a effectivement beaucoup de peur en général. Voilà, la peur de ce que les autres vont dire. Et également des angoisses aussi, juste à l'idée de se dire, si je fais ça, voilà, ça me file plein d'angoisse juste d'y penser. Il y a aussi beaucoup de découragement, de démotivation, juste à l'idée de se dire que les autres vont le savoir, qu'ils vont en penser quelque chose ou qu'ils vont en dire quelque chose. Juste là, les filles, si on s'arrête 5 petites minutes, est-ce que ça vous paraît pas dingue d'être réfréné par ça, de se dire ouais mais si je le fais ils vont en penser que, ils vont en dire que, juste l'idée d'y penser, ben je veux pas le faire en fait. Ajib, c'est quand même grave de se dire que la simple idée d'y penser, alors que tant bien ça va être super bien accueilli, eh bien vous êtes réfréné dans vos ambitions, dans vos envies, dans vos projets, dans vos rêves. Moi je trouve ça dramatique parce qu'en fait c'est un non-sens. C'est un non-sens de dire j'aspire à ça, mais je réfrène mes aspirations parce que quelqu'un va en dire que c'est nul, que c'est débile, que ça n'a pas de sens, que c'est inutile, que ça a déjà été fait, que c'est du vu et revu, bla 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 bla. Je vais y revenir sur ça, mais voilà, c'était juste le petit point sur lequel je voulais m'arrêter quelques petits instants. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que quand vous êtes dans cette situation-là, souvent, ça va être difficile de faire taire justement ces aspirations, ces rêves, ces projets parce qu'ils vous animent véritablement. Et donc, vous allez vouloir en parler, notamment à ceux en qui vous avez confiance, ceux qui vous aiment notamment dans l'amour sain. Et vous allez leur dire vos rêves, vos envies les plus secrètes, les plus intimes. Et quand vous en parlez, vos yeux y brillent, votre voix elle change, on vous sent allumé de l'intérieur. Mais très vite, vous vous rappelez du regard des autres et vous balayez d'un revers de la main cette idée, ce rêve, ce projet, et vous retournez à votre petite vie actuelle bien confortable, sans problème ni regard des autres. Alors ce qui se passe, c'est que effectivement, si vous en avez parlé à votre ami, à votre mari, et que à ce jour malgré tout vous restez bloqué dans ce projet, vous n'arrivez pas à passer à l'action, c'est tout simplement parce que vos proches, eh bien, ils ont du mal à trouver déjà les bons mots en général pour vous faire passer à l'action. Et surtout, leurs mots, ils sont souvent très superficiels pour notamment aller atteindre l'endroit en vous où cette peur existe, où cette angoisse existe, où le découragement est présent à cause du regard des autres. Et en fait, souvent, vous vous dites aussi qu'ils vous aiment beaucoup trop pour être objectifs, pour vous dire la vérité. Et donc, vous les écoutez, mais que d'une seule oreille. Et c'est pas assez, en fait, pour passer à l'action. Sinon, dans le meilleur des cas, vous allez passer à l'action, mais de façon très timide, discrète et réservée, parce que vous regardez justement à tâtons comment ça va se passer et comment les autres vont accueillir cette position, ce projet, ce rêve. Et en réalité, comme je dis souvent, et je le disais dernièrement à une entrepreneuse que j'accompagne, les demi-décisions donnent des demi-résultats. Donc si tu décides de passer à l'action à moitié, t'étonne pas que ça donne pas des résultats francs et donc un franc succès. Du coup, ici, ce que vous devez comprendre, c'est que
si le fait de passer effectivement par des proches pour essayer de temporiser ces peurs et du coup de les dévitaliser, donc de passer à l'action, si ça marche pas, c'est tout simplement parce que, comme je vous le disais, ils n'arrivent pas à toucher le point sensible en vous. En fait, si aujourd'hui les filles, vous avez autant le souci du qu'en dira-t-on, c'est parce que vous avez déjà des voix en vous qui sont pleines de jugements, d'accusations, de procès d'intention. Peut-être notamment parce que vous avez été élevé par une maman ou un papa très critique, ou bien parce que vous avez eu des frères et des sœurs qui ne vous ont jamais validé, ou bien parce qu'on vous a fait sentir que vous étiez nul, que ce soit les professeurs qui vous disaient notamment que vous perdez des occasions de vous taire parce que vous ferez mieux de vous faire toute petite tellement ce que vous dites n'a pas de sens, ou bien par vos amitiés toxiques. Dernièrement, c'est ce que j'ai entendu, des amitiés toxiques qui vous laissent croire que vous ne savez pas parler, que vous ne plaisez pas, que ce que vous faites ou dites est inintéressant. Quand c'est le cas, sachez que dans les faits, ça se vérifie assez facilement une personne qui vit ça, parce que vous faites 1001 calculs dans votre tête avant de poser une action, parce que vous avez sans cesse le réflexe de penser aux autres quand vous avez un projet ou un rêve en tête, parce que vous essayez d'anticiper au maximum les critiques pour essayer de sécuriser votre truc au maximum, histoire qu'il n'y ait pas de place à la critique, parce que vous faites vos trucs en catimini en espérant que personne ne le remarquera, et après vous vous étonnez qu'il n'y a pas de puissance dans vos actions, et parce que vous vous censurez énormément tout simplement dans vos initiatives, avec justement ces petites voix qui crient tellement fort en vous de laisser tomber parce qu'ils vont encore dire des choses de vous, vous pouvez pas le faire parce qu'on va penser ça de vous, si je le fais, ou bien est-ce que je le fais pas parce qu'ils vont forcément m'embrouiller sur ça, etc. Blablabla. Donc ici, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que peu importe où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre vie, ni à quel point vous avez déjà travaillé sur vous, si c'est votre cas et que vous vous reconnaissez, il va falloir aller attraper chacune de ces petites voix en vous et les neutraliser. Parce que si le regard des autres vous bride aujourd'hui, ça n'est jamais autant que parce qu'en réalité, vous avez déjà des petites voix en vous et que vous avez juste peur en fait qu'elles viennent en écho. Réveiller ces choses qu'on vous a déjà dites par le passé et auxquelles vous avez cru dans le passé et peut-être que vous continuez à les croire. Je veux dire, par le passé, vous avez peut-être reçu des regards méprisants quand vous preniez position. Peut-être qu'on vous regardait de façon très hautaine dès que vous essayez des choses très originales ou qui n'existaient pas. Peut-être qu'on vous a beaucoup diminué et réprimé aussi dans vos initiatives. Et donc, au quotidien, vous vous débattez déjà à l'intérieur de vous contre ces petites voix, contre ces regards du passé qui vous ont tellement marqué. Résultat, aujourd'hui, ces petites voix et ces regards que vous hébergez à l'intérieur de vous et qui sont liés à votre passé sans doute, eh bien, elles vous empêchent de donner vie à vos rêves. Donc c'est même pas le regard extérieur à ce jour qui vous empêche de le faire, c'est toutes ces voix que vous avez dans votre tête et tous ces regards que vous n'avez pas surmontés, que vous n'avez pas encore dépassés, qui vous empêchent aujourd'hui de prendre position en public, de vous assumer totalement dans vos rêves et dans vos envies. Si vous faites ce travail-là, les filles, vous allez atteindre ces petites voix en vous. Et sans ces voix, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile pour vous de passer à l'action sans monter toute une usine à gaz pour verrouiller votre projet, histoire d'être sûr de ne pas être jugé. Vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile pour vous de décider et d'y aller. Et vous allez surtout comprendre que c'est ok que les autres ont des avis sur ce que vous faites, mais que ce qui vous inspire est beaucoup plus important. Et ça, que ça leur plaise ou non, parce que vous ne craindrez plus le regard critique des autres. Du coup, la question à laquelle on va tenter de répondre au cours de cet épisode, c'est comment dépasser le regard critique des autres quand on est entrepreneur. Et on ira voir que dans un premier temps, il va falloir tout d'abord se détacher des regards passés qu'on a dû affronter. Parce que souvent, comme je vous disais, ils sont encore très sensibles en vous et ils crient encore en vous. La deuxième chose, ça va être d'apprendre à changer votre propre regard sur les autres. Oui, ça c'est le deuxième point. Parce que souvent, on a très peur du regard que nous-mêmes on peut donner aux autres. Étant donné que nous-mêmes on peut être très critique, eh bien on a peur aussi de recevoir du coup de la critique. Et puis troisièmement, on va se parler du mindset qui permet d'agir sans se soucier du regard des autres. C'est ce que je partage notamment à mes élèves. Restez bien jusqu'au bout de l'épisode. Alors, avant de démarrer l'épisode du jour, je voulais vous partager l'annonce d'une masterclass très spéciale ce mois-ci chez BFB. Donc vous le savez, je donne une masterclass par mois avec mes élèves sur des thématiques qu'elles me réclament, telles que la gestion du temps, telles que développer un rapport spirituel au business, etc. Et ce mois-ci, on a décidé de revenir sur le sujet très épineux de l'argent, parce que en tant qu'entrepreneur, c'est très important de développer un rapport sain à l'argent, parce que le but de l'entrepreneuriat, c'est quand même de faire de l'argent. Et sachez que chez BFB, nous avons
avons une Money Mindset Coach, c'est-à-dire qu'elle est spécialiste en gestion de finances personnelles et professionnelles. Et ce mois-ci, je lui ai demandé de co-animer avec moi une masterclass sur la thématique les clés pour level up son money mindset et ses finances. Donc ce sera avec notre coach spécialiste de la matière. Je serai également présente. Il aura lieu, attendez que je vous dise pas de bêtises, je vérifie mon agenda, ce sera le 24, donc à la reprise. Donc on reprend le 24 avril les activités BFB, parce que là, vous le savez, l'entreprise est en pause durant les deux dernières semaines de Ramadan, les 10 derniers jours plus précisément. Donc le 24 avril à 11h, nous animons une masterclass. Elle est à destination de qui? De nos élèves BFB, naturellement, et également des bénéficiaires du membership. Donc si vous êtes actuellement abonné à Bien dans mon business, le membership de BFB, vous pourrez assister non seulement à la masterclass mensuelle avec moi, mais également à 2 ateliers par semaine qui sont en fait des espèces de hot seat business avec des expertes de la vente et des expertes du marketing digital pour venir propulser votre business pour 97 € par mois sans engagement. Ça vous donne également accès à un espace membre sur lequel vous retrouverez tous les replays de vos ateliers et également quelques outils précieux que je vous partage. On en a fini pour la petite parenthèse, rentrons dans le vif du sujet. Je vous disais que si vous voulez travailler sur le regard des autres, en réalité, il va surtout falloir regarder sur les regards passés qu'on a posés sur vous. Effectivement, vous n'avez pas toujours été l'adulte que vous êtes aujourd'hui, vous avez d'abord été un enfant. Et l'enfant, il accorde beaucoup de crédit aux figures d'autorité autour de lui et il a du mal à nuancer notamment les propos des adultes. Et donc l'idée aujourd'hui, ça va être d'aller regarder qui ont été ces figures d'autorité pour vous et d'aller regarder notamment quels sont les regards qu'elles ont posés sur vous dont vous êtes peut-être encore très marqué. Et ensuite, on va aller regarder comment justement vous séparer de ces regards-là qui certes vous ont impacté étant enfant, mais aujourd'hui en tant qu'adulte, vous pouvez les laisser repartir parce que vous avez ce discernement que vous n'avez peut-être pas eu, effectivement, étant enfant. En général, enfant, on ne sait pas ce qu'il faut prendre ou laisser de la part des autres. Donc, un enfant, comme je vous le disais, il n'a pas de discernement. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qu'il faut prendre ou laisser, donc il accorde tout son crédit aux adultes qui font figure d'autorité autour de lui. Qui sont ces adultes? C'est comme d'habitude, c'est papa, c'est maman, c'est les grands-parents, c'est les tontons, c'est les tatas, c'est les grands frères et les grandes sœurs, c'est les enseignants, c'est les amis aussi qui sont plus âgés que vous. Donc, dès lors que l'enfant il est face à ces figures d'autorité-là, eh bien, il va prendre pour vrai tout ce que ces gens vont lui dire, sans jamais le remettre en question. Parce que à son âge, surtout entre, on va dire, de 0 à 6, 8 ans, vous n'avez pas cette capacité de vous demander si c'est vrai ou pas ce qu'on est en train de vous dire. Donc pour lui, ce qu'on est en train de lui dire, c'est forcément la vérité. Et devinez quoi? Plus il va croire à cette vérité qu'on est en train de lui énoncer, donc pour lui, ça va être la vérité, plus il va se comporter comme on lui dit qu'il est. C'est-à-dire que si on vous a dit que vous êtes nul, si on vous a dit que vous êtes débile, si on vous a dit que ce que vous faites et dites est intéressant, devinez quoi? En tant qu'enfant, vous allez le prendre comme étant une vérité absolue et vous allez vous comporter de façon à vous conformer à cette réalité que les adultes vous ont dit à propos de vous. Et parfois, ils les ont même pas dites, ils ont juste posé ce regard-là sur vous, ce regard de « mais t'es complètement débile, mais t'es idiote ». Et donc, vous allez le ressentir au plus profond de vous. Et croyez-le ou non, mais l'enfant, on le façonne beaucoup à partir du regard qu'on pose sur lui et à partir de ce qu'on dit de lui et de ce qu'on pense de lui. L'enfant, il se conformera toujours à ce que ces figures d'autorité lui ont dit qu'il est, lui ont dit qu'il fait. Voilà, il va créer une réalité à partir de ce que vous lui dites qu'il est. Parce qu'il est persuadé que c'est la vérité, parce que vous êtes une figure d'autorité pour lui, vous ne pouvez pas mentir. Et il n'a pas ce libre arbitre de se dire non, ça c'est faux, je ne suis pas comme ça. Donc là, le petit exercice que je peux vous proposer autour de ça, c'est d'attraper un papier et un stylo. Et de regarder autour de ces personnes-là que je vous ai énumérées, qu'est-ce que ces personnes en disent de vous. Si l'exercice est un petit peu difficile, là vous pouvez justement vous demander qu'est-ce que ma mère disait tout le temps de moi, que ce soit en positif ou négatif. Donc là vous pouvez faire un petit tableau, vous mettre des lignes avec une ligne papa, une ligne maman, grands-parents, tontons, les tatas, les frères et sœurs, voilà, les personnes qui baignaient en tout cas dans votre entourage, surtout de 0 à 6-8 ans. Et ensuite, vous pouvez mettre donc vous faites des lignes avec une ligne papa, une ligne maman, etc. Et ensuite 2 colonne positive, colonne négative. Qu'est-ce que mon papa disait de positif sur moi? Qu'est-ce que mon papa disait de négatif sur moi? Qu'est-ce que ma maman disait de positif sur moi? Qu'est-ce que ma maman disait de négatif sur moi? Donc là, vous pouvez effectivement arriver à les regarder un petit peu ce qui a été dit de vous. À partir de là, là où vous pourrez travailler, c'est notamment sur ce qu'on a dit de négatif de vous. Et comme je vous le disais, enfant, vous ne pouviez pas savoir ce qui était vrai ou pas dans ce qui vous était dit, et vous preniez tout comme vérité absolue. Aujourd'hui, vous êtes adulte. Prenez cette colonne où on vous a dit toutes ces choses négatives et venez le nuancer. Venez vous dire, est-ce que c'est encore utile pour moi de continuer à croire ça? Est-ce que ma vie, elle démontre que je suis cette personne-là qu'on a dit de moi?
Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie de continuer cette petite voix habiter en moi? Et là, vous pouvez, en tant qu'adulte, décider que ça n'a que trop duré et que ce qu'on a dit de vous à ce moment-là, eh bien, c'était vrai pour l'adulte qui le disait. Et ça avait tout à voir avec lui. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai des élèves qui me ramènent... ma mère, elle me disait toujours que j'étais trop lente. Ok. Est-ce que c'est vrai que je suis lente? Ça, c'est la première question. Peut-être que là, vous, en tant qu'adulte, vous allez dire non. En vrai, non, je ne me trouve pas lente. Déjà, ça peut être très bien juste à partir de cette première question. Si ça ne suffit pas et que vous êtes tellement convaincu de ça parce que vous y avez cru, la question que j'aime bien poser, c'est est-ce que c'était pas ta mère qui était plutôt speed? Bah oui, parce qu'en fait, en réalité, on jauge tous les choses par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre référentiel de ce qui est lent ou ce qui est rapide. Donc si moi je suis une personne plutôt speed, pile électrique, bien effectivement je risque de trouver beaucoup de personnes lentes autour de moi. Donc est-ce que c'est pas ta mère qui était plutôt une femme speed? Et là aussi, parfois, cette question, elle suffit à dire ouais, c'est vrai que ma mère, c'est une pile électrique. Moi, je suis pas tout à fait comme elle, et d'ailleurs, tous, on n'était pas tout à fait comme elle. Ensuite, est-ce que le rythme que tu as aujourd'hui, il est juste pour toi? Parce qu'encore une fois, peut-être que ta mère, le rythme qui lui va bien, c'était le rythme, voilà, Speedy Gonzalez. Peut-être que toi, le rythme qui te va bien, c'est le rythme que tu as aujourd'hui. Est-ce que ce rythme, il te respecte? Est-ce que toi, tu es OK avec ce rythme? Est-ce que ça te va d'évoluer chaque jour dans ce rythme-là? OK. Pourquoi continuer à t'infliger que tu es lente, que tu es ceci, que tu es cela, et continuer à poser ces étiquettes que ta mère t'a posées dessus? Et en fait, ça avait tout à voir avec elle et avec ce qu'elle trouve être juste, avec ce qu'elle juge être rapide ou lent, etc. Donc ça marche pour absolument tout. C'est pareil, si on t'a dit que t'étais bête, que t'étais stupide, que t'étais idiote, ok, on a dit de moi que j'étais bête. Est-ce que c'est vrai que je suis bête? Est-ce que ma vie, elle démontre que je suis bête? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est bon pour moi et pour ce que je veux construire dans ma vie de continuer à entretenir cette idée que je suis bête? Souvent, votre vie, elle démontre que vous n'êtes pas bête. Déjà, chacun a sa propre forme d'intelligence. Et c'est juste que les gens vous jugent, encore une fois, à partir des intelligences qu'ils ont en eux. Je vous donne un exemple. Donc, par exemple, vous êtes quelqu'un de très fut-fut dans les maths. Vous êtes très bon dans les maths. Les gens qui ne savent pas compter, vous allez avoir tendance à les trouver débiles, à les trouver bêtes, à les trouver lents dans les mathématiques. Mais en réalité, eux, c'est peut-être des profils littéraires, c'est peut-être des profils artistiques. Et dans leur domaine à eux, vous auriez l'air tout aussi bêtes. C'est ça que je veux dire. Et donc là, ici, pour conclure sur cette partie-là, je voulais vous dire attention à ce que vous dites à vos enfants. Parce que moi, je récupère des adultes en coaching et je peux vous dire que c'est tout un travail pour déconstruire ça. Là, je vous ai proposé un premier travail pour permettre de déconstruire ça. Mais parfois, il va falloir y revenir plusieurs fois dessus. J'avais par exemple en tête une élève, elle avait du mal à prendre la parole parce que sa mère posait le regard sur elle, que quand elle était enfant, qu'à chaque fois qu'elle parlait, c'était pas intéressant. Donc dès qu'elle prenait la parole, qu'elle osait enfin prendre position quand elle était dans un groupe d'amis, quand on lui coupait la parole, elle se disait c'est parce que je suis inintéressante. Et en fait, elle avait en arrière-fond cette voix de maman, de prof à l'école qui lui faisait comprendre que c'était pas intéressant, ou en tout cas qui lui faisait ressentir ça. Et justement, c'est la deuxième chose dont j'ai envie de vous parler, c'est que parfois, enfants, les adultes n'ont pas forcément dit des choses de vous, mais ils vous ont fait ressentir des choses. Et je vous l'ai souvent dit, les enfants, ce sont des êtres particulièrement émotionnels. C'est-à-dire qu'ils lisent beaucoup à travers le paraverbal, à travers le ressenti. Ils vivent leur expérience d'être humain, de petits êtres qui viennent d'arriver au monde, à partir de l'expérience émotionnelle et sensorielle qu'ils vont faire. Donc peut-être que vous avez ressenti beaucoup d'humiliation de la part de vos parents, des figures d'autorité. Peut-être que vous avez ressenti aussi beaucoup de dédain de la part des frères et sœurs, des camarades. Peut-être que vous vous êtes senti souvent rejeté. Peut-être aussi que vous avez vécu beaucoup de honte. Donc on vous a fait sentir qu'on avait honte de vous, par exemple. Donc là, je vous ai posé quelques émotions qui peuvent revenir. Par exemple, moi, des élèves qui ont du mal à prendre position, à dire tout haut ce qu'elles pensent, à prendre des nouveaux caps dans leur vie, bien souvent, elles se disent, j'ai pas envie qu'on dise de moi ceci. J'ai pas envie qu'à partir de ça, on ne me calcule plus, etc. Donc, quelles sont les situations où vous avez peut-être ressenti justement de l'humiliation, du dédain, du rejet, de la honte? Est-ce que c'est vrai que votre mère, elle a eu honte de vous à ce moment-là? Est-ce que c'est vrai qu'on vous a rejeté au milieu à ce moment-là, ou est-ce que c'est simplement ce que vous avez ressenti? Très souvent, là, pareil, quand on remonte à cet épisode de votre vie, souvent, c'est de l'ordre d'un ressenti. Et très, très souvent, on va se dire, est-ce que c'est possible que tu aies eu tort dans ce que tu as ressenti? Est-ce que ta mère, elle n'était pas en train de te rejeter, mais elle était juste en train de peut-être se préoccuper d'un autre de ses enfants? Parce que, effectivement, vous partagez votre mère souvent avec plusieurs autres enfants, et donc elle n'était pas en train de te rejeter, elle était en train de donner plus d'attention à un autre de tes frères et sœurs. Donc, est-ce qu'il est possible qu'à ce moment-là, c'était pas du rejet qu'elle était en train de te faire, c'était pas de l'abandon qu'elle était en train de faire, mais c'était plutôt en train de donner plus d'attention à un autre de ses enfants?
Tout ça pour dire que l'enfant, il interprète beaucoup de choses et que des fois, vous avez raconté tout un tas de choses autour des histoires qui vous sont arrivées. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Là, voilà, il y en a une qui me vient en tête là. Une élève, sa maman, elle venait jamais la chercher à l'école, surtout quand elle revenait de classe verte ou je sais plus ce que c'était. Et du coup, tous les autres enfants, eux, leur maman, elle venait les récupérer. Et elle a raconté l'histoire autour de ça, que si sa mère, elle venait pas la chercher, en tout cas l'enfant qu'elle était, elle avait raconté ça, que si sa mère, elle venait pas la chercher, c'est parce que elle l'aimait pas assez. Donc elle envoyait toujours ses grands frères et grandes sœurs. En réalité, c'était une fratrie nombreuse, justement. Et donc c'est pas qu'elle venait pas la chercher parce qu'elle s'intéressait pas à sa fille, mais c'est parce qu'elle avait beaucoup d'enfants, donc elle se faisait aider par les grands pour aller récupérer certains. Et donc, son esprit d'enfant a raconté, tous les enfants, eux, c'est leurs parents qui viennent les chercher. Et moi, je reviens et ma mère, elle vient pas me récupérer. C'est qu'elle m'aime pas autant que les autres parents aiment leurs enfants. Et subhanallah, c'est un truc qu'elle avait jamais remarqué. C'est quand on a travaillé sur sa filiation et sa relation mère-fille qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait raconté ça à propos de l'amour que sa mère lui porte. Alors qu'en réalité, l'enfant, il fait juste des raccourcis parce qu'il a du mal à avoir un esprit nuancé. Donc ici, ce que je vous propose, c'est que dans ces situations où vous avez ressenti de la honte, du rejet, du dédain, etc., demandez-vous qu'est-ce que vous auriez eu besoin de ressentir à ce moment-là. Qu'est-ce que vous auriez préféré ressentir à ce moment-là. Peut-être qu'à ce moment-là, vous auriez préféré ressentir du soutien, de l'encouragement, de l'amour, de l'acceptation, de la bienveillance, de la présence, etc. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de remonter à cette petite scène et de regarder cette petite fille et de lui donner tout ça. Réhabilitez-la. Non, cette petite fille, elle n'est pas, sa mère, elle ne se désintéresse pas d'elle. Juste, elle peut pas se découper en 10 et aller chercher tous les enfants à la fois. C'est pas possible, surtout s'ils sortent tous à la même heure. Donc, allez lui donner le regard plein de soutien. Allez lui donner ce regard plein d'acceptation de qui elle est. Allez lui donner ce regard plein de bienveillance, plein de présence, plein d'amour. Et en fait, ici, il va falloir non seulement travailler sur l'aspect donc logique et donc remettre en question le regard que l'enfant que vous avez été à poser sur cette situation. Et il va falloir aussi aller poser l'émotion que vous aviez eu besoin de recevoir à ce moment-là. Quel est le ressenti que vous auriez besoin d'avoir à ce moment-là. Donc voilà, comme je disais, ta maman, elle était peut-être indisponible. Ou bien peut-être qu'elle n'a même pas identifié qu'à ce moment-là, tu avais besoin d'amour, qu'à ce moment-là, tu avais besoin de soutien. Parce que elle avait d'autres enfants, parce que elle était préoccupée par ses problèmes de couple. Souvent, il y a ça aussi qui réapparaît. C'est que voilà, dans le couple, c'était pas forcément génial. Résultat, la maman, elle était indisponible. Elle remarquait pas les besoins de ses enfants. Donc, on essaye de remettre en question l'histoire que vous avez racontée. Et souvent, l'enfant, comme je vous disais, il raconte des histoires très simplistes parce que son esprit n'a pas l'idée d'aller envisager que sa mère a autre chose à faire que s'occuper de lui. Il pense que tout tourne autour de lui. Et deuxièmement, allez lui donner cette émotion, ce ressenti que vous auriez besoin de recevoir. Et vous allez voir que ça va dissiper tout ça. Donc, juste avec cette première partie-là que je viens effectivement de vous partager, normalement, vous avez un petit peu pris de la distance et de la hauteur et du recul par rapport à toutes ces voix à l'intérieur de vous et par rapport à tous ces regards que vous n'avez pas encore dépassés. La deuxième chose que je voulais vous partager, c'est savoir changer son propre regard. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu pas plus tard que la semaine dernière en coaching, il me semble. C'était une personne qui avait justement peur de ce qu'on allait dire d'elle si elle acceptait un remboursement, il me semble. Et donc en fait, elle avait très peur, voilà, de dire ce qu'elle voulait parce que elle voulait pas qu'on pense d'elle qu'elle est méchante, qu'elle est injuste, ceci, cela. Et finalement, elle s'est rendue compte qu'en ne disant pas ce qu'elle voulait, elle était en train de se faire une injustice à elle-même. Et puis finalement, elle a assumé ce qu'elle voulait. Et donc en face, c'est très mal passé parce que vous passez pour quelqu'un d'instable. Mais au départ, c'était la peur du regard de ce que l'autre va en dire, ce que l'autre va en penser, qui l'a empêchée de dire ce qu'elle voulait véritablement. Et en fait, ce que je lui ai fait remarquer, c'est qu'elle était elle-même très critique à l'égard des autres. Par exemple, ce qu'elle m'a dit à propos de moi, coucou à toi si tu passes par là, c'est que pendant très longtemps, elle voyait passer mes pubs et qu'elle se disait, elle, c'est une grosse mytho. Bon, elle a fini par acheter chez moi 1 an plus tard, mais quand elle voyait passer mes pubs, elle avait ce jugement-là à propos de moi. Elle voyait passer ma tête et elle se disait, elle, c'est une mytho. Et donc je lui dis, est-ce que c'est possible que toi tu sois quelqu'un de très critique et que du coup tu aies peur de recevoir des critiques? C'est là que je veux vous emmener les filles. C'est que quand on est une personne très critique, naturellement on projette ça sur les autres et on a tendance à penser qu'à notre tour on va être très critiqué, très jugé. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, quand on a peur du regard des autres, de regarder comment est-ce que nous on juge les autres et qui est-ce qu'on juge. Donc c'est le premier travail que je vous propose de faire ici, c'est justement de vous dire, ok, avec qui est-ce que je suis la plus critique? Peut-être que c'est avec mes enfants, peut-être que c'est avec mes parents, peut-être que c'est avec mon conjoint, peut-être que c'est avec mes enfants, peut-être que c'est avec ma belle famille, peut-être que c'est avec mes amis, peu importe, peut-être que vous critiquez toutes ces personnes-là et qu'avec elles vous avez ce regard très critique. Mais sachez-le, peu importe à quel point vous êtes critique envers toutes ces personnes-là de votre entourage, votre mère, etc., sachez que quand vous avez peur du regard des autres, la personne qui est la plus critique envers elle-même, c'est vous-même. Pourquoi ?
Tout simplement parce que, premièrement, comme je vous disais, quand on a peur du regard des autres, c'est que souvent, on a beaucoup de regards du passé qu'on n'a pas dépassé, on a beaucoup de petites voix du passé qu'on n'a pas dépassées. Résultat, on s'autocritique beaucoup. Résultat, on se regarde avec très peu de bienveillance. On se juge de trop bête, quand ce qu'on dit c'est n'importe quoi, qu'on abuse de dire ça, qu'on ne devrait pas faire ceci, qu'on ne devrait pas être comme ça. Voilà, on s'auto-juge beaucoup. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, on traite les autres comme on se traite nous-mêmes. Et donc Allah, il va nous envoyer des gens qui vont nous traiter comme on se traite nous-mêmes et comme on traite les autres aussi. Jusqu'à ce qu'on se traite mieux nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que nous ne nous appartenons pas. Allah nous a confiés à nous-mêmes. Nous sommes un dépôt pour nous-mêmes. Donc on n'a pas le droit d'être aussi critique vis-à-vis de nous-mêmes. Sauf quand on fait le travail de la nefs et d'étudier ces mauvais comportements pour les réformer. Et ensuite, tout simplement, Allah nous envoie aussi des gens qui vont nous traiter comme nous traitons les autres, parce qu'Allah nous exige de nous dans le Coran al-Karim et dans la Sunna, ce qu'on retrouve aussi, c'est de traiter les autres de la meilleure des manières, en ayant déjà la bonne opinion à propos d'eux, en les soupçonnant du meilleur, en leur parlant de la meilleure des manières et avec les meilleures des paroles. Voilà la communauté du prophète alayhi wassalam. Donc ici, comprenez que quand j'ai peur qu'on soit très critique envers moi, c'est parce que déjà moi-même, je suis très critique envers moi-même et parce qu'aussi je le suis avec les autres. Et c'est normal parce que nous avons à offrir aux autres que ce que nous nous offrons à nous-mêmes. C'est pourquoi tout part de soi. Et si j'apprends à être cette personne qui juge moi, ben Allah me mettra moins des gens qui me jugent et j'aurai moins peur d'être jugée. Parce que comme c'est pas un réflexe que j'ai de sans cesse être dans le jugement, eh bien j'ai moins peur de ça aussi. L'autre chose sur laquelle vous pouvez vous pencher quand vous faites ce travail-là, c'est sur quoi est-ce que vous jugez les autres. Ça aussi, c'est en général très pertinent comme travail à faire. En coaching, moi, ce que je remarque, c'est que on n'est pas critique sur tout. Quand on peut être une personne très critique, en général, c'est sur les sujets sur lesquels on est plutôt sensible, sur lesquels on a de la sensibilité, ou bien sur les sujets qui nous tiennent à cœur. Par exemple, si vous êtes une sportive, vous pouvez être très critique sur la silhouette et l'apparence des autres. Parce que vous, c'est quelque chose de tellement important dans votre vie, qui prend tellement de place, que vous ne comprenez pas comment les gens peuvent se laisser aller physiquement. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très à cheval sur la parentalité, sur l'éducation, parce que peut-être vous avez manqué d'éducation auprès de vos parents, parce que vos parents n'ont pas été impliqués dans leur parentalité avec vous, que du coup vous êtes très critique sur la parentalité, très critique sur l'éducation. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait manqué d'argent quand vous étiez enfant, et résultat, vous êtes très sensible sur la question de l'argent, et les gens qui gèrent pas leurs finances, ça peut vous rendre très critique à l'égard d'elles. L'alimentation, peut-être que vous êtes très à cheval sur l'alimentation, parce que petite, pareil, on vous a pas donné les bons outils pour avoir une alimentation saine, et résultat, vous jugez les autres beaucoup sur leur alimentation, et vous vous auto-jugez aussi beaucoup, et vous accusez beaucoup. Sur les habitudes de consommation, ça peut être sur le business aussi. Peut-être qu'effectivement, vous avez un regard très critique sur les autres dans le business, parce que le business, c'est votre hobby. Voilà, moi, c'est un petit peu mon cas, je me retrouve un peu beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que moi, par exemple, je peux avoir du jugement sur les gens qui ont peur de passer à l'action. Parce que pour moi, le business, c'est tellement un jeu dans lequel je prends du plaisir, c'est tellement une passion que je peux être très critique là-dessus. Ensuite, il y a l'hygiène de vie. Peut-être que voilà, vous êtes très critique sur l'hygiène de vie parce que pareil, quand vous étiez enfant, soit on vous a trop traumatisé avec l'hygiène de vie et pour vous, c'est logique, toutes ces choses-là, et vous jugez les gens qui n'ont pas de bonne hygiène de vie. Ou à l'inverse, vous n'en avez pas reçu et du coup, vous êtes très à cheval là-dessus. Donc, vous jugez là où vous avez beaucoup été jugé, là où vous avez une véritable sensibilité, là où vos valeurs sont en jeu. Et sache que comme tu juges, on te jugera. Et donc moins tu juges les autres, moins tu auras peur qu'on te juge, parce que ça ne te viendra même pas à l'esprit de te dire qu'on va te juger, étant donné que toi, c'est pas dans tes réflexes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, les gens qui ne sont pas énormément jugeants et qui ne critiquent pas énormément, ils n'ont pas cette peur de se dire bon, on va me critiquer, on va me juger, parce qu'eux-mêmes, ils s'abstiennent de ça, parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas ce vice-là. Et ce que je veux dire, c'est que quand vous jugez beaucoup, en général, c'est parce qu'on vous a vous aussi beaucoup jugé. Donc c'est quelque chose que vous avez hérité. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire le travail de lâcher les jugements et vous verrez que vous n'aurez même plus le waswas de qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi, comment les gens vont réagir à ce que je vais faire, etc. Ça vous viendra même plus à l'esprit, Ajib. Donc là, vous facilitez à tout ce travail-là. Et puis pour terminer, je voulais vous partager le mindset face au regard des autres. Comment est-ce que je fais pour travailler en coaching, notamment le regard des autres avec mes clientes ? La première chose que je leur dis, c'est on va les rééquilibrer là. Tu donnes beaucoup d'importance au regard des autres. Et en fait, ce qui convient, c'est de donner beaucoup d'importance au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le regard le plus sain qui puisse être posé sur nous, le plus juste, le plus empreint de bienveillance, de rahma, c'est celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul et unique regard qui doit vous obséder, c'est celui que votre Créateur, que votre Seigneur dépose sur vous. Allah sera satisfait de moi si je fais ça ? Est-ce que je vais me rapprocher de lui si je fais ça ?
Est-ce que si je fais ça, ça consiste pour moi à ordonner le bien aux autres? Est-ce que je suis véridique quand je fais ça? Est-ce que c'est juste de faire ça vis-à-vis de ce qu'Allah a légiféré? Eh bien, si c'est oui, je le fais. Si Allah me valide, sa validation me suffit. Et celui qu'Allah valide, sachez qu'il finit par l'aimer, et celui qui l'aime, il finit par imposer son amour dans le cœur des créatures aux autres. Les autres n'auront pas d'autre choix que de l'aimer. Parce que finalement, c'est ça dont on a peur à travers le regard des autres. C'est du désamour, c'est du dédain, c'est d'être diminué dans le regard des autres. Et nous, ce qui compte, c'est d'être élevé auprès d'Allah. C'est qu'Allah ait de la considération pour nous. C'est qu'Allah parle de nous. C'est qu'Allah envoie cet ange sur terre qui va dire, qui va parsemer dans le cœur des hommes de l'amour pour vous, parce qu'il vous a aimé, parce qu'il vous a validé. Et c'est ça qui compte. Et ça, c'est un hadith qudsi, je vous invite à aller le rechercher. Donc, redonner de l'importance au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, et proportionnellement, l'importance que vous donnez au regard des autres va diminuer. C'est vraiment corrélé. Moi, plus je vois une personne qui a peur du regard des autres, plus je sais qu'à ce jour, son premier travail en réalité, c'est de redonner de l'importance au regard de son Seigneur, et proportionnellement, le regard de l'autre, l'importance du regard de l'autre va diminuer. Ensuite, travailler son regard intérieur sur soi. Ça aussi, c'est un travail. Chaque fois que je vois une personne qui a pareil qui donne beaucoup de crédit au regard des autres, qui donne beaucoup d'importance au regard des autres, je sais qu'elle a besoin de travailler son regard intérieur qui est soit inexistant, soit très critique. Travaillez votre regard intérieur, parce que plus vous travaillez à vous regarder comme étant un dépôt pour vous-même, comme étant la première personne qui se doit de la justice, la première personne qui se doit du soutien, la première personne qui se doit de la bienveillance. Et à chaque fois que je dois faire quelque chose, personnellement, je me demande, ok, est-ce que quand je fais ça, est-ce que c'est juste pour moi? Comme je vous donnais l'exemple de cet élève qui voulait accepter de s'asseoir sur une somme avec une cliente. Et en fait, je lui ai dit, là, la question qu'il aurait fallu te poser à l'avenir, si ça se représente cette situation, c'est « Ok, cette personne, elle me demande un remboursement ou elle me demande de ne pas payer. Est-ce que c'est juste de faire ça vis-à-vis de moi? Est-ce que là, je ne suis pas en train de me faire une injustice à moi dans mon risque? Allah, il en dit quoi de cette situation? Est-ce que dans cette situation, je suis en droit de réclamer mon risque? Okay. Donc, est-ce que je suis juste envers moi en prenant cette décision ou en faisant ce projet? Est-ce que je fais le bien envers moi-même quand je fais ça? Est-ce que ça me rapproche de moi, le fait de faire ça, de réaliser ce rêve ou cette ambition? Ou est-ce qu'au contraire, ça va me séparer un petit peu plus de moi et créer le fossé entre moi et moi? Et là, si je me rends compte que ça me rapproche de moi, que je suis en train de faire du bien à moi-même et au dépôt que je suis pour moi, si je me rends compte que quand je fais ça, c'est juste pour moi, eh bien j'y vais. Et l'estime de moi va proportionnellement augmenter. Et le souci du regard des autres, dans le même temps, diminuer. Vous l'avez compris. Donc premièrement, je redonne de l'importance au regard d'Allah sur moi. Je travaille à améliorer mon regard intérieur sur moi et à toujours revenir à moi quand je dois prendre une décision. Et regarder si elle est dans mes intérêts et dans les intérêts du dépôt que je suis pour moi-même. Et ensuite, je vais aller regarder aussi mon petit entourage, parce que vous le savez, l'entourage est très important, surtout l'entourage d'un entrepreneur. Vous avez besoin d'avoir un entourage qui est sain pour vous, qui est écologique pour vous et qui va dans le sens de vos ambitions et de vos projets. Entourez-vous de personnes qui vous renvoient une belle image de vous, tout en vous disant quand vous vous égarez. Ça, c'est très important, cette deuxième partie. C'est-à-dire que moi, ce que je regarde beaucoup, et actuellement, c'est vraiment le choix que je fais quand je m'entoure, c'est comment je me sens avec les personnes qui constituent mon entourage. Est-ce que leur regard, il me construit? Est-ce que ces personnes, elles m'appellent au bien? Est-ce qu'elles sont justes avec moi? Est-ce qu'elles veulent mon bien? Et en fait, si je me sens bien avec elles, et si elles m'appellent aussi au bien, eh bien je les garde dans mon entourage et je reste avec elles. Si par contre je me sens mal à leur contact, et ça même si elles m'appellent au bien, eh bien je préférerais m'en séparer. Pourquoi? Parce que on appelle au bien, on fait la da'wa, on fait le rappel avec rahma et hikma, c'est-à-dire avec bienveillance, avec miséricorde et surtout avec sagesse. Et il y a des gens parfois qui vont vous dire je veux ton bien, mais ils vont te déglinguer au passage et ils vont déglinguer ton estime de toi, ton regard sur toi, et petit à petit tu vas pas te rendre compte, mais tu vas glisser vers le regard sur vous sera plus important que le regard qu'Allah subhanahu wa ta'ala porte sur vous, et il est là le drame. Donc personnellement, je veille à m'entourer de personnes qui me font ressentir des sentiments positifs à propos de moi, qui me renvoient une belle image de moi, tout en sachant me dire, quand là je suis en train de transgresser, etc., bien sûr je prends la vérité quand elle vient, mais je m'assure que, comment est-ce qu'elle me l'a dit cette personne? Est-ce qu'elle me l'a dit d'une manière qui est saine, d'une manière qui est sage, ou est-ce qu'au contraire elle me le dit en me rabaissant et en me dénigrant? Ça je le prends pas, des personnes comme ça j'en veux pas autour de moi. Et puis pour terminer,
un petit tips que je vous ajoute, qui n'était pas prévu, mais que je préfère vous partager quand même parce que je sais qu'il fait toujours son petit effet. Très souvent, ce que je dis aux élèves, surtout pour celles qui ont fait nos coachings Renaissance dans Beautiful Mindset, et je le partage aussi aux entrepreneurs qu'on accompagne aujourd'hui, c'est un tips qui fait énormément de bien, sur lesquels on les a quittés et on leur a rappelé de rester toujours avec ce truc-là dans la tête, c'est de se dire que ce que les autres disent, ce que les autres en pensent, ce que les autres ressentent par rapport à qui nous sommes ou ce que nous faisons, en soi, c'est toujours une information. Ça n'est rien de plus qu'une information. C'est neutre et absolument neutre. C'est-à-dire que quand quelqu'un me dit « ton truc c'est nul, ça existe déjà, un tel il le fait mieux que toi, blabla », ok, c'est une info. Est-ce que cette info, elle va participer de ma construction, de la réalisation de mes rêves, est-ce qu'elle va dans le sens de mes envies, du soutien que j'ai besoin d'avoir? Ou est-ce qu'au contraire, ce qu'on est en train de me dire là, c'est en train de déconstruire tous mes rêves, c'est en train de me laisser sur le bas-côté de la route, crever la bouche ouverte. Ben, si c'est ça, en fait, je ne le prends pas. Je vous le disais aujourd'hui, vous n'êtes plus des enfants, vous êtes des adultes. Vous savez ce qui va dans le sens de vos ambitions et de vos intérêts et du haqq aussi de la vérité. Et ce qui n'y va pas, ben, tout simplement, ne le prenez pas. Donc, en soi, on n'a pas de contrôle sur ce que les gens disent, font et pensent, et ce qu'ils ressentent aussi. Mais par contre, là où on a un pouvoir décisionnel, c'est de se dire, est-ce que ça, c'est utile pour moi? Est-ce que ça, c'est écologique pour moi? Est-ce que ça va dans le sens de mes intérêts et de mes ambitions? Et tout simplement, si vous apprenez à traiter le regard des autres comme une simple information, et ensuite c'est à moi de décider qu'est-ce que j'en fais, bien là vous reprenez du pouvoir, là vous reprenez du coup de l'espace, là vous reprenez de la puissance, et là vous allez pouvoir passer toujours les informations au filtre de cet arbitrage. Passer systématiquement ce filtre, passer systématiquement ce test. Ok, elle vient de me donner juste une info. Cette info, elle est bonne pour moi, elle m'apprend sur moi, elle m'est utile, elle m'est écologique. Est-ce qu'elle ne l'est pas? Si elle ne l'est pas, je la laisse de côté. Conclusion les filles, ce que vous devez retenir sur cet épisode, c'est que si le regard des autres vous fige actuellement, c'est parce qu'il cristallise des regards qui ont déjà été posés sur vous par le passé et que vous n'avez sans doute pas encore dépassé. Et en fait, vous vous ferez redire, vous vous ferez réentendre tout ce que vous n'avez pas encore dépassé, parce que tout votre cheminement consiste à lâcher le regard des autres pour redonner de l'importance au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc souvent vous agissez pour ne pas réentendre ces remarques, pour ne pas revoir ces regards dans les yeux des gens. Et donc certainement que ça a dû vous casser par le passé ou que ça vous a laissé meurtri, mais votre premier travail il est vraiment ici. Dépassez ça et vous aurez moins la peur d'agir par rapport au regard des autres. Ensuite, travaillez votre regard sur les autres, parce qu'on reçoit ce que l'on donne. Et si on est quelqu'un qui juge beaucoup, eh bien on aura toujours peur de recevoir des jugements et d'être critiqué. Donc, plus je travaille à moins être dans le jugement et de la critique vis-à-vis des autres, moins j'ai peur de recevoir ça en retour. Enfin, le souci du regard de celui qui te veut le plus de bien, c'est ce qui doit être le plus important pour toi. Allah t'aime plus que ta propre mère, plus que ta propre personne. Résultat, c'est le seul regard sain dont il faut se soucier et se préoccuper et par lequel il faut être obsédé. Travaillez également votre regard intérieur sur vous-même et entourez-vous de personnes qui ont un regard bienveillant, qui vous appellent au bien. Puis ensuite, retenez que le regard des autres n'est ni plus ni moins qu'une information. Je prends si ça m'est utile, parce qu'aujourd'hui j'ai le discernement et je suis une adulte qui sait faire la part des choses. Chacun est en droit de penser, de dire et de faire ce qu'il veut. Moi par contre j'ai le libre arbitre de le prendre ou de ne pas le prendre. Si tu as envie d'aller pousser ce travail un petit peu plus loin, tu peux te faire coacher par nous. Et aussi, je vous rappelle donc que le lundi 24 avril, nous avons une superbe masterclass sur comment level up son money mindset et sa gestion de finances avec notre Money Mindset coach spécialisé en gestion de finances personnelles et professionnelles. Vous pouvez y souscrire sur le lien que je vous mets juste en dessous de cet épisode pour 97 € par mois sans engagement. Et comme je vous le disais, ça vous donne droit à 2 permanences business par semaine et une masterclass par mois avec moi et surtout l'accès à un espace membre. Je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un épisode sur la peur de réussir et d'échouer, parce que ça aussi ça revient beaucoup. Je vous invite à noter l'épisode, à le partager très largement autour de vous, à toutes celles que vous pensez que ça pourrait être utile. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me noter de 5 étoiles si ça vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.